Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes jeudi, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'économie qui vous concerne. Merci de nous suivre chaque soir sur votre chaîne et sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Le médicament est un élément important, incontournable dans la vie de chacun d'entre nous. Le médicament, c'est de la technologie, c'est de la recherche, c'est aussi et surtout des entreprises, des salariés et un tissu industriel. En Algérie, la politique de santé vise à produire 70% des médicaments dont nous aurions besoin. Actuellement, nous en produisons près de 47%. En grande majorité, une partie de ces médicaments sont des génériques. Est-ce que c'est suffisant en quantité et en qualité aussi? Est-ce que la production est pertinente et répond aux enjeux sanitaires en Algérie? Quels sont les choix économiques et politiques à faire aujourd'hui pour que la disponibilité du médicament soit pérennisée sur le long terme? Voici donc le thème du débat de ce soir. Et pour le faire, nous avons invité Monsieur Hamou Hafod. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la pharmacie et des équipements de santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Bonsoir Lotfi Ben Bahmed. Bonsoir. Vous êtes le président du CNOP, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Merci d'être avec nous. Et nous avons également Monsieur Abdelwahed Bekkerar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs en pharmacie. Nous vous parlons donc ce soir de la production du médicament en Algérie. Le titre en bas de l'écran, c'est « Médicaments produire plus ou mieux ?» C'est la question que nous posons et nous la posons notamment par rapport à la vision des pouvoirs publics concernant la production du médicament. Les groupes pharmaceutiques étrangers, bien que frileux à venir investir chez nous, commencent à arriver et parmi eux, un exemple récent, celui du lancement d'une usine de production d'insuline à Boufarik, un partenariat stratégique entre le danois Novo Nordisk et l'algérien Saïdal. Je vous propose de revenir sur la couverture de la pose de la première pierre de cette entreprise. Il est fait par Amélie Sébité. Savoir-faire. Je crois qu'il y a un problème technique qui est accouru. On pourra peut-être regarder le reportage dans un petit moment. Oui, dans un petit moment. Alors nous allons entamer le débat qui, je le disais, porte sur le tissu industriel du médicament aujourd'hui. Donc pour planter le décor, il y a un chiffre qui est connu de tous. Aujourd'hui, le tissu industriel pharmaceutique compte 80 entreprises actuellement. Il y a de nombreux projets aussi de laboratoires pharmaceutiques qui sont en attente d'autorisation. Ils sont en liste d'attente. Alors, première question aujourd'hui, quel est l'apport de l'investissement étranger? Nous allons le voir tout à l'heure dans la couverture que nous avons réalisée. Quel est l'apport de l'investissement étranger dans le domaine de la production pharmaceutique? Est-ce qu'il est celui que nous attendons dans le tissu industriel pharma? Abdelwahed Bekkerar. Merci. Comme vous le dites, nous avons 80 unités de production. Nous avons 151 agréments provisoires délivrés par le ministère de la Santé pour la construction d'usines. Il y a effectivement des multinationales qui ont répondu il y a quelques années donc à l'appel de nos autorités pour fabriquer des produits localement. Mais en fait, le nombre d'unités existantes est non seulement suffisant, mais il est un peu supérieur au marché algérien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, selon l'UNOP... Il est supérieur en quantité, hein? Oui, si vous voulez, le marché va être très rapidement étroit pour tous les acteurs, tous les producteurs qui sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la position de l'UNOP serait de demander aux investisseurs de transférer la technologie. Nous avons besoin de transférer la technologie sur certaines gammes thérapeutiques que nous ne maîtrisons pas encore. Et demander à des investisseurs étrangers de venir investir en Algérie est quelque chose qui n'est pas, disons, utile aujourd'hui, étant donné que les capacités de production sont énormes. Et d'ailleurs, ce qui nous amènera peut-être à parler de l'exportation, parce que ces unités, ce tissu industriel ne sera pas viable si on n'ouvre pas tout de suite les voies de l'exportation. Hamou Hafod, votre point de vue sur justement l'apport, lorsqu'on parle de joint venture et lorsqu'on parle d'investisseurs de laboratoires pharmaceutiques étrangers, nécessaire ou pas? Ben écoutez, c'est nécessaire parce que l'industrie pharmaceutique algérienne est très jeune, vous comprenez. Si vous parlez de 80 unités de fabrication, en fait c'est 85 unités de fabrication
de médicaments. Au sens large, nous avons 150 usines, donc unités de fabrication de produits pharmaceutiques. Et bien entendu, la plus grande part, c'est le médicament. Et c'est normal parce que le médicament, en termes de marché, ça représente entre 90 et 94%. L'existant aujourd'hui est très important. Si on devait se comparer à nos pays voisins, aux pays voisins, pour une population de 40 000 habitants, les amis marocains, nos voisins marocains, disposent de 43 unités de fabrication. Nous sommes à un peu plus de 80. Donc le tissu industriel pharmaceutique aujourd'hui, il est là. Mais après, dans ce tissu industriel, vous avez des lignes pour la fabrication des formes et pour la fabrication, dans ces formes, de la technologie. Donc nous pensons qu'effectivement, dans les formes sèches, donc les comprimés, gélules, etc., nous pensons que l'industrie, donc l'industrie pharmaceutique algérienne, est en mesure de répondre par rapport aux besoins nationaux, ou par rapport en tous les cas aux médicaments dont on a besoin. On parle même de saturation très probable dans un futur proche des formes sèches précisément. Alors je vais vous dire, oui, il y a forcément une saturation. Je disais que pour ce qui est des formes sèches, nous pensons que, en tous les cas en lien avec les représentants des opérateurs pharmaceutiques, on est en mesure de couvrir les aspects liés aux formes sèches. Mais bien entendu, dans l'industrie pharmaceutique, nous avons commencé par la prise en charge des besoins nationaux, mais il est clair que la projection future, c'est également de se mettre au niveau régional et sous-régional. Parce qu'il ne peut pas être viable une industrie pharmaceutique si c'est juste en premier lieu répondre aux besoins nationaux. Lotfi Ben Bahmed. Oui, effectivement, aujourd'hui, l'Algérie, grâce à une politique volontariste, parce qu'il faut savoir que ce tissu industriel est la résultante d'une politique volontariste de la part de l'État algérien et de la part des investisseurs. Effectivement, il y a quelques années, on a imposé aux opérateurs, importateurs, l'obligation de production. Puis, dans un second temps, les produits qui étaient fabriqués localement étaient interdits à l'importation. Ce qui a permis l'émergence de ce tissu industriel. Les grandes multinationales ont mis en place pratiquement toutes un outil industriel en Algérie. Vous en avez cité une, mais il y en a beaucoup d'autres. Effectivement, et beaucoup d'opérateurs locaux aussi se sont lancés dans la production. Mais aussi, cette politique a des limites. Cette politique a des limites, on le voit, effectivement, même si elle était pertinente à un moment donné. Ces limites ont été déjà tout à l'heure énoncées. C'est tout d'abord la régulation de ces investissements en fonction du profil épidémiologique du pays. Effectivement, produire les mêmes molécules, avoir les mêmes dossiers, faire un 10e, un 15e, un 20e ou un 30e même DCI, que ce soit un paracétamol, un diclofénac ou d'autres produits de cardiologie, ce n'est pas forcément pertinent. Ça sert pas à Et grand-chose. l'apport des multinationales, effectivement, doit se faire sur un transfert technologique, pas simplement un transfert technologique, mais j'irai plus loin, parce que nous sommes dans une émission économique, mais un transfert de valeur, c'est-à-dire une intégration de la valeur. Parce que s'il s'agit de ramener des molécules brutes et que la valeur viennent de l'étranger et que soit simplement mise en boîte chez nous d'une manière ou d'une autre, même si la forme est assez sophistiquée et même si la molécule est intéressante, il n'y a pas de transfert de valeur. Il n'y a pas d'intégration. Il n'y a pas suffisamment d'intégration dans ce cadre-là. Alors justement, un exemple par rapport justement à cette transition épidémiologique, on parle du diabète notamment. Il y a justement eu ce partenariat, on va dire, un partenariat stratégique entre Saïdal et le danois Novo Nordisk. Je l'annonçais tout à l'heure, on n'a pas pu le voir. On va voir tout de suite. Justement, cela répond notamment aux besoins locaux, mais on verra tout à l'heure peut-être à quel point effectivement cette insuline qui sera produite dans cette usine de Boufarik pourrait être intégrée. Donc nous allons tout de suite voir la couverture de la pose de la première pierre de cette usine. Partenariat entre Novo Nordisk et Saïdal. La couverture est de Amel Isselidir. Un projet de grande envergure. La nouvelle usine d'assemblage de stylos pré-remplis permettra, une fois son entrée en production, d'assembler 45 millions de stylos injecteurs d'insuline et par là même répondre aux besoins du marché local. Dans un premier temps, la joint venture importera les cartouches en attendant l'entrée en production de l'usine de Constantine. Et dans le cadre du partenariat donc, entre nos deux pays et du laboratoire Novo Nordisk avec le laboratoire Saïdal, ils vont donc dans un projet de partenariat, c'est ce qui est convenu,
que ce partenariat se fasse ici, mais également sur les sites de Constantine, pour justement arriver donc à un full process en matière d'insuline. Ces développements des joint ventures dans le cadre de la pharmacie rentrent dans le cadre du programme qui a été tracé par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour aboutir donc à une production nationale qui va satisfaire donc le marché national. This factory will, when completed, undoubtedly boost. Cette nouvelle usine d'insuline devra créer pas moins de 1000 postes d'emploi directs et indirects. Elle permettra également à l'Algérie non seulement de produire, mais aussi d'exporter les produits pharmaceutiques. Il faut le rappeler, nous sommes très confiants quant à l'avenir des affaires en Algérie et dans différents secteurs. Avec une enveloppe financière de 80 millions d'euros, la Local Manufacturing Blida permettra dans un premier temps de générer 150 postes d'emploi directs. Il s'agit d'un investissement qui contribuera à l'amélioration de l'industrie pharmaceutique en Algérie, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Un transfert de technologie et de savoir-faire. Voici donc pour cette couverture. On va tout de suite, on va dans un tout petit moment parler justement de transfert de savoir-faire et à quel point cette usine va-t-elle intégrer, mais pas avant d'avoir suivi l'appel à prière pour Salat al-Isha pour la région d'Alger et ses environs. On revient tout de suite après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Alors nous venons de regarder donc cette couverture qui concerne la création d'une usine. Alors la question que je voudrais poser, c'est voilà, est-ce que l'on peut croire ou est-ce que ce sera systématique qu'il y aura un transfert de savoir-faire, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le cas de figure de la fabrication de ces produits qui concernent l'insuline. Voilà. Je ne pourrais pas m'aventurer parce que je ne connais pas l'ampleur, si vous voulez, de cet investissement. Je n'ai pas les détails de ce projet. Je vais seulement dire quelque chose suite à ce qu'a dit M. Ben Bahmed. Vous savez, il y a des aires thérapeutiques dans la biotechnologie qui sont très difficiles. Il y a plusieurs pays qui ont réussi, je parle des pays émergents, hein,
qui ont réussi, il leur a fallu beaucoup d'années, plusieurs années, beaucoup d'investissements. Mais ce que je voudrais dire, c'est que parfois, pour des technologies aussi pointues, l'Algérie pourrait sacrifier la valeur dans un premier temps. Je parle de la valeur, le transfert de valeur. Rien que pour avoir la technologie, parce que les pays ne donnent pas la technologie aussi facilement, et d'avoir la valeur après. Les produits issus de la biotechnologie, c'est-à-dire de cellules vivantes, leur marché aujourd'hui représente 20% du marché mondial et il est en train de croître d'une manière très importante. Ça veut dire que l'avenir, dans quelques années, ne sera plus pour les molécules chimiques que nous fabriquons aujourd'hui, mais la majorité des thérapies seront des thérapies à base de cellules, de produits de biotechnologie. Et c'est pour ça que nous devrions nous préparer, mais quand on dit on doit se préparer, c'est un ensemble. C'est la formation, c'est le cadre réglementaire, c'est, disons, tout ce qui est équipement, tout ce qui est réactif. C'est un tout qui doit se faire pour réussir dans 10, 15, 20 ans. Parce que c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on fustige les producteurs locaux de ne pas produire beaucoup de princeps, de faire beaucoup plus de génériques. La question qu'on se pose aujourd'hui, si on devait parler de produire un médicament innovant, sommes-nous déjà capables de produire déjà des molécules Alors aujourd'hui, je ne pense pas que l'opinion fustige, disons, le producteur local. Il y a des multinationales qui fabriquent leurs produits dans leurs usines. Il y a d'autres multinationales qui ont confié la fabrication à des laboratoires algériens et qui sont régulièrement audités. Ça veut dire que la qualité de ces usines est à un niveau de standard international. Un sondage qui a été fait par l'UNOP il y a quelques semaines a montré, sur 2600 personnes interrogées, 80% des Algériens, des personnes interrogées, font confiance à la production locale. Et il est vrai que, disons, les autorités ont poussé pour qu'il y ait une production locale. Nous sommes très contents aujourd'hui de couvrir la moitié du marché, mais aussi nous savons que nous pouvons faire beaucoup plus. Ces 85 unités ne fonctionnent pas à 100% de leur capacité aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs ministères qui sont concernés. Alors aujourd'hui justement, le ministère, que veut-il faire de cette différence? Si aujourd'hui les producteurs locaux couvrent 50% du marché, si l'objectif étant d'atteindre les 70%, quels sont les objectifs visés en termes de molécules? Alors, je vais vous dire, la problématique de la couverture à 70% en valeur, parce qu'en volume, on est beaucoup plus important que ça. Parce que lorsqu'on fait une analyse de la nomenclature des médicaments qui est fabriquée, etc., nous nous retrouvons devant une situation où, lorsque vous prenez sur les 10 dernières années, vous avez cette progression qui nous permet aujourd'hui, justement, d'ouvrir le débat sur la production de médicaments d'origine biotechnologique. Il y a une dizaine d'années, on n'en était pas. Aujourd'hui, en valeur, nous couvrons plus de 50%, pour être exact, 53% exactement, des besoins en production locale, en valeur. En volume, c'est beaucoup plus. Alors la stratégie, c'est une stratégie qui est à la fois... Donc 50% de ce que nous consommons. En valeur. La valeur, la en part valeur. Au plus clair. Aujourd'hui, si je devais juste donner... Si on devait comparer par rapport à ce qui est importé, par rapport à ce qui est produit en valeur, voilà. En valeur. En 2017, au 31/12/2017, la valeur de la production locale a dépassé la valeur de l'importation dans le médicament. D'accord. Là, c'est clair. C'est très clair. Après, est-ce que lorsque vous prenez la nomenclature algérienne des médicaments, 60% de cette nomenclature est constituée de produits fabriqués localement. Il y a 8 ans, elle était d'un tiers, de 30%. Après, il faut analyser, par rapport au profil épidémiologique de notre pays, les médicaments qu'on importe parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a un intérêt thérapeutique, etc. Et quelles sont les capacités, justement, de l'industrie pharmaceutique à aller vers ces médicaments. Nous retrouvons des médicaments qu'on appelle, nous, dans notre langage, des produits niches par rapport à la production locale. Il y a des investissements aujourd'hui sur des médicaments, par exemple,
du cancer, des cytotoxiques, c'est-à-dire des médicaments d'origine chimique qui ont leur valeur sur la prise en charge du cancer aujourd'hui, qui est considéré comme une maladie chronique, donc dont il a lieu de prendre en charge. Oui. Mais ce sont pour l'investissement, il faudrait d'emblée à la fois répondre aux besoins locaux, mais également d'emblée projeter pour l'exportation au niveau régional et sous-régional. Ça va de pair. Pourquoi? Parce que l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie comme une autre. Même si effectivement on a affaire à un produit qui est le médicament qui a affaire à la prise en charge des malades. Mais il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Je suis ici en présence d'un producteur et qui est investisseur et qui le dira mieux que moi. Donc il est clair que dans cette production, il faudrait à la fois voir par rapport à notre réponse, mais économiquement parlant, il est temps aujourd'hui de passer justement à l'exportation. Mais je précise. Mais avant de passer à l'exportation, vous parlez de la prise en charge du cancer. M. Kérard a parlé des biosimilaires. Aujourd'hui, il a été question de mettre en place une réglementation qui concerne précisément ce type de produit, qui va tout de même répondre à un besoin qui en valeur représente beaucoup. En termes de coûts, ce sont des produits innovants, des produits qui coûtent très cher à la pharmacie centrale. Qu'est-ce qui est fait sur le plan réglementaire justement pour accompagner cette activité de production biosimilaire? Sur le plan réglementaire, la réglementation aujourd'hui pour enregistrer mes médicaments des biosimilaires, c'est-à-dire des génériques, des médicaments de référence mais qui sont d'origine biotechnologique, la réglementation actuelle, c'est une réglementation la plus importante, c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés comme un produit nouveau. Oui. La réglementation qui est attendue, que nous sommes en train de préparer, il y a même un draft, c'est justement, c'est comme le générique. Vous savez, on enregistre le générique par rapport au princeps. La réglementation, elle est inférieure parce que les études cliniques, elles sont faites ailleurs, etc. Pour ce qui est des biosimilaires, la réglementation, c'est pour prévoir forcément à la baisse par rapport à cette réglementation qui est connue aujourd'hui. Mais si je devais dire un mot sur tout le monde est d'accord sur le fait que l'avenir du médicament, c'est la biotech. Ça, c'est très clair. Après, comment? Alors, comment? C'est à travers un transfert de technologie. Donc, il est clair que les joint ventures, il est clair que le partenariat est un élément qui est important, mais je crois savoir également qu'il y a déjà des producteurs nationaux qui ont entrepris des démarches pour faire de telle sorte justement qu'ils investissent dans ce domaine. À ce moment-là, même M. Kérard en parlait tout à l'heure, ce n'est pas que le transfert, parce que le transfert de technologie est lié également à la préparation de la masse critique, en mesure de s'approprier justement ce transfert de savoir. Oui. C'est très important. Nous pensons qu'en Algérie, nous prenons les choses, nous pensons à temps par rapport à une situation de l'industrie pharmaceutique qui est quand même à relever, et pour faire de telle sorte justement à la fois pour les besoins nationaux, mais encore une fois pour la projection à l'exportation au niveau régional, ou tout au moins au sous-régional. Dans l'industrie pharmaceutique, l'Algérie aujourd'hui compte par rapport à son marché, par rapport à son industrie et par rapport à ses capacités. Lotfi Belbahmed, aujourd'hui, est-ce que la vision est claire pour vous? Est-ce que l'État donne un signal qui est clair de ce qu'il souhaite faire en termes de politique de production de médicaments? Oui, les éléments existent. Il reste à les mettre en place et à les développer. Pour les investissements des multinationales, par exemple pour les biotechnologies, ou pour tout autre investissement, il faut créer aussi un cadre favorable qui permet de recevoir ces investissements. D'autant que, très sincèrement, lorsqu'il y a un investissement de production d'une multinationale dans un pays, c'est généralement pas pour le pays, c'est pour la région. Vous savez, les multinationales ne créent pas une unité de production par pays, mais créent des unités de production par région. Lorsque c'est uniquement pour le pays, ça devient une unité de production à Libye, qui n'existe simplement que pour répondre à l'obligation de production. Donc c'est peut-être pas des investissements qui vont perdurer. Donc au-delà de ces investissements et de l'importance de créer un climat d'affaires favorable à la fois pour les multinationales mais aussi pour les producteurs locaux. À un moment donné, il y a eu l'idée de créer justement les conditions pour mettre en place des clusters. Ça passe par l'université, ça passe par le développement de la recherche. On parlait d'un pôle biotechnologique au niveau de Sidi Abdallah. Ça paraissait, on en parle beaucoup moins. Ça paraissait assez rêveur, mais c'était pertinent. C'était pertinent parce que c'est la voie à suivre. Pourquoi rêveur ?
Non, parce que les projections qui étaient annoncées paraissaient considérables par rapport à ce qui existait. Mais beaucoup de pays ont commencé comme ça. On rappelle que vous parlez de la création d'un pôle biotechnologique, de production de médicaments biotechnologiques et ça oblige un pays à la fois à revoir non seulement sa réglementation, ce qu'on est en train de faire à travers la nouvelle loi sanitaire, on en parlera tout à l'heure. Oui. Ça oblige aussi à changer le climat des affaires, ça oblige aussi à créer des liens entre la recherche, l'enseignement et le monde industriel, ce qu'on appelle les clusters, créer des environnements qui permettent justement de mettre en place cette recherche. On a quelques laboratoires qui font de la recherche et développement et qui ont pu répondre notamment à la prise en charge de l'hépatite C en Algérie, il faut le noter. C'est quelque chose d'important, parce que ça nous permet de prendre en charge aujourd'hui cette pathologie avec des coûts beaucoup moins importants que si on avait importé ces produits qui sont beaucoup plus onéreux que ceux qui sont fabriqués localement. Maintenant, il reste justement à mettre en place, pas simplement une politique volontariste, mettre en place une stratégie à court, moyen, long terme pour mettre en place une politique du médicament qui soit intégrée, mais qui répond aux préoccupations de la santé, celles de la sécurité sociale, de l'enseignement supérieur. C'est une véritable politique du médicament et aussi des finances qui permet d'intégrer. Je pense que là-dessus, voilà une politique intégrée avec des échéances, avec réellement des échéances. Maintenant, sur les 50%, je voudrais dire une chose aussi, que si nous n'étions pas allés sur le plan cancer, sous l'impulsion de M. le Président de la République, ce qui est une excellente chose, aujourd'hui on aurait été à 70% ou à 80% par rapport aux produits que l'on consommait il y a 10-15 ans. Donc c'est aussi, si nous ne sommes qu'à 50%, malgré les efforts considérables de l'industrie pharmaceutique locale, c'est parce que justement, il a été décidé, avec la transition épidémiologique, de prendre en charge cette pathologie qui nous revient très cher, puisque actuellement près de 80% peut-être du budget de la pharmacie centrale des hôpitaux, c'est presque 700 ou 800 millions d'euros qui sont consacrés aujourd'hui aux médicaments pour lutter contre le cancer. Donc c'est ce transfert technologique, ce climat, cet environnement qu'il faut créer si on veut passer à l'étape suivante. On a commencé par la première étape qui était celle de mettre en place une politique volontariste, de créer un climat d'investissement. Il y a eu des pionniers locaux qui ont relevé le défi. En parlant des pionniers locaux, comment votre organisation, donc des producteurs pharmaceutiques, ont vu l'avènement de ce projet, qui est toujours au stade de projet, du pôle biotechnologique de Sidi Abdellah? Vous savez, ces grands projets qui sont annoncés en grande pompe, moi personnellement je m'en méfie. Nous croyons beaucoup aux choses qui sont faites d'une manière progressive, qui sont réalistes par rapport à nos moyens, et nous croyons aussi que nous avons vu les expériences des autres pays. Moi, j'ai visité le pôle biotechnologique de Corée, par exemple. C'est des choses qui se préparent sur des dizaines d'années. C'est pas... allez voir l'université de Babzouar ou l'université de Blida. Quand vous avez des universités qui ont des déficits de réactifs, on ne va pas rentrer dans les... Vous ne pouvez pas prétendre à avoir un pôle biotechnologique comme ça vous voulez dire que le vivier est déficient? Pas le vivier. Les moyens sont déficients. Et ce que disait l'autre fille, je le rejoins. On est arrivé aujourd'hui à 50%. Je vais vous le dire, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord, il y a 3 ingrédients. Le premier, ça a été une volonté politique et un courage politique de dire en 2008, nous interdisons l'importation des produits fabriqués localement. Ça, et l'Algérie subit jusqu'à ce jour des pressions par rapport à cette disposition. Le deuxième, il y a eu un engouement extraordinaire des producteurs, des investisseurs qui sont partis construire des usines, peut-être un peu dans le désordre, mais aujourd'hui, il y a un tissu industriel qui est là. Et le troisième, je voudrais rendre hommage aussi, on l'oublie peut-être de le faire, ce qui est miraculeux, c'est qu'il y a des équipes qui sont peut-être dans l'ombre, avec très peu de moyens, qui sont au niveau du laboratoire national de contrôle, au niveau du ministère de la Santé, qui travaillent 14 heures par jour pour des fonctionnaires, et qui sont, avec très peu de moyens, j'insiste, on est arrivé, qui répondent, qui accompagnent comme ils peuvent la production locale, et qui aujourd'hui
On a abouti, c'est pas parce que M. Hafez... Oui, mais le manque de moyens parfois fait mauvaise presse, justement, on va en parler dans un moment. Oui. Donc pour vous, voilà, juste pour clore le sujet du pôle biotech, on aurait mis la charrue avant les bœufs. Non, ce n'est pas la charrette qui a été mise avant les bœufs. Il faut commencer, vous comprenez. Donc le pôle, c'est, si vous voulez, c'est l'espace qui va accueillir. C'est extrêmement important. Mais le plus important, c'est ce qui est en train d'être débattu, d'être entrepris sur tous les aspects. Vous savez, dans ce domaine-là, il faut former des gens pendant des années. C'est vrai, le lien entre l'université, l'industrie pharmaceutique, il faut qu'il existe. Dans le projet de loi actuel, qui vient d'être voté, il est consacré. Vous parlez de la loi sanitaire. La loi sanitaire. Il est consacré la promotion et de l'industrie pharmaceutique et de la promotion de la recherche et le développement pharmaceutique à travers des mesures incitatives. Ça va être également, si vous voulez, un point de départ de mesures d'incitation qui permettraient, parce que, encore une fois, nous sommes, M. Kérard le rappelait, nous sommes actuellement dans une transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le plein par rapport aux unités de fabrication, il y a un engouement et si vous voulez une maîtrise des managers, parce que c'est pas pour lui rendre l'appareil, parce qu'il faut dire que le mérite revient, parce qu'il faudrait que lorsqu'il y a une politique, lorsque l'État met en place un certain nombre de dispositifs, il faut que les gens adhèrent. Ils ont adhéré. Mais il est clair que c'est une industrie qui est complexe, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation, beaucoup de formation, et qui demande également, notamment, l'aspect lié au transfert technologique. Tout ça est en train d'être à la fois discuté, préparé, des choses se font, etc. On est d'accord pour dire que cette issue de production est quand même très peu diversifiée. C'est un constat qui est fait. Non, attention. Je vous dis encore une fois, lorsque vous prenez la nomenclature, dans les médicaments, vous avez des formes. Aujourd'hui, je disais, dans les formes sèches, les capacités, la formation d'équipes au niveau des unités de fabrication sont en mesure de couvrir de cet aspect-là. Le deuxième volet, c'est vrai que le problème du médicament, on va dire du futur, ou du moins le médicament qui est celui qui donne des résultats par rapport à la thérapeutique aujourd'hui, qu'on importe, parce qu'il faut prendre en charge nos malades, etc. Oui. Ce sont des médicaments d'origine biotechnologique. Mais il faut du temps pour pouvoir justement passer à ce transfert de technologie. Oui. Mais le fait, j'insiste, qui est extrêmement important, le volume de ces médicaments, de ces molécules, ne peuvent pas, dans le cas de l'investissement, se suffire que pour répondre aux besoins nationaux. Et ça, les opérateurs le comprennent et ils le savent. Alors aujourd'hui, plus qu'hier, si je prenais sur les 3 dernières années, vous savez, dans l'industrie pharmaceutique, à l'instar de beaucoup de pays dans le monde, il faut créer ce qu'on appelle des équilibres. C'est-à-dire qu'il faudrait que, jusqu'à il y a une dizaine d'années, et même maintenant, parfois les gens mal informés, lorsqu'on parle du médicament, on parle d'importation. C'est faux. On est en train de parler de vrais chiffres, etc. Mais demain, il y a déjà une ouverture par rapport à l'extension, par rapport au transfert, à l'exportation des médicaments. Mais le médicament, avant qu'il soit transféré, vous savez, c'est le produit qui est plus réglementé dans le monde, il faut qu'il soit enregistré. Aujourd'hui, au ministère de la Santé, nous délivrons annuellement plus de 300 documents qu'on appelle dans notre jargon certificat des produits pharmaceutiques, qui est un document OMS qui permet aux producteurs locaux d'aller enregistrer au niveau international. Oui. Donc ce sont également des signes qui permettent, si on prend sur les 10 dernières années, ce sont les 3 dernières années où il y a une progression de cette demande. C'est pratiquement tous les jours que les opérateurs tentent justement d'investir, si vous voulez, le marché régional et sous-régional. Ce sont des prémices. Il est vrai qu'il faut en discuter. Il faut si vous voulez, renforcer le dispositif. Il faut créer cette émulation. Il y a certainement des choses à raccompagner. On va revenir à l'aspect exportation, parce qu'effectivement, c'est un enjeu in fine, parce que il est fort probable que pour beaucoup de formes de médicaments produits, l'on puisse arriver au même scénario que
les minoteries et que le ciment aussi, hein, qu'on a produit en surplus et qu'il a fallu ensuite exporter. Pour l'exportation, c'est une autre question. Je voudrais qu'on continue dans l'ordre de vos idées. Vous avez parlé de réglementation. On a dit qu'il était nécessaire d'aller vers une nouvelle forme de médicaments qui était une forme innovante, celle de biotechnologie. Aujourd'hui, est-ce que le cadre réglementaire est propice à l'investissement? Car finalement, l'investissement étranger, enfin l'investissement de laboratoires qui amène ce savoir-faire est nécessaire. Aujourd'hui, Mohamed, est-ce que le cadre, l'environnement est propice à l'investissement étranger? Avec la nouvelle loi sanitaire, voilà, notamment avec l'avènement d'une loi. Lorsqu'on parlait de biotechnologie, les médicaments issus de la biotechnologie n'existaient pas dans la définition du médicament. Aujourd'hui, ils ont été intégrés dans la définition du médicament. Oui. Il y a le médicament biotechnologique et le médicament biothérapeutique et biothérapeutique similaires, qui sont énoncés avec des textes réglementaires qui devront mettre en place ce qu'on appelle les guidelines, c'est-à-dire comment on prescrit ce type de produit, est-ce qu'il y a une interchangeabilité, enfin c'est des termes techniques qui n'intéresseront pas forcément vos auditeurs, mais qui sont très importants pour mettre en place un cadre pour à la fois les médicaments de biotechnologie et leurs biosimilaires. Il y a des enjeux très importants qui sont mondiaux, qui sont globaux. L'Algérie est attentive aux évolutions de la réglementation qui est à travers le monde, puisque les intérêts économiques de notre pays sont directement concernés lorsqu'on sait que ces produits-là, aujourd'hui, deviennent fondamentaux pour prendre en charge des maladies. Les intérêts sont à la fois économiques et sont aussi à la fois en termes de protection de santé publique. Donc il y a un équilibre de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire au profit de nos populations. Sur l'environnement économique aussi, il y a des dispositions dans cette loi qui obligent désormais, qui mettent en place la notion d'établissement pharmaceutique. Vous savez, on était dans un langage d'importateur, grossiste, distributeur, qui était plus un langage usité pour l'alimentation ou des produits quelconques que pour, si quelque part on fait une mise à niveau réglementaire en termes de standards internationaux. On parlera d'établissements pharmaceutiques, d'exploitants, d'établissements pharmaceutiques d'exploitation, de production, de distribution ou d'importation. C'est important. Aussi, désormais, la décision d'enregistrement appartiendra à un établissement pharmaceutique. Cela veut dire qu'il y a une notion de territorialité des établissements. Beaucoup de sociétés en Algérie, étrangères, pouvaient commercer quelque part ou vendre leurs produits à travers des importateurs sans avoir de responsabilité pharmaceutique, que ce soit en termes de qualité ou de disponibilité. Ils avaient ce qu'on appelle des bureaux de liaison. Des bureaux de liaison qui n'ont aucune responsabilité à la fois sur la disponibilité, même s'il y avait un cahier, un programme d'importation qu'ils co-signaient, etc. Ils n'étaient pas directement responsables. Alors, vous n'avez pas répondu par rapport à l'investissement, mais c'est important ce que vous dites. Alors, il faut rappeler également que cet état de fait est lié notamment aux questions liées aux tensions sur les quantités de médicaments. Sur la disponibilité. Il faut expliquer aussi que c'était un état de fait qui a engendré, en tout cas jusque maintenant, lorsqu'on posait la question sur les pénuries de certains médicaments, on disait que c'était donc certains opérateurs qui n'étaient pas officiellement installés, c'est bien ça, et qui donc vendaient par le biais de bureaux de liaison qui n'étaient pas facilement donc contrôlables. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui sera endigué? Il y a ce qu'on appelle la notion de responsabilité pharmaceutique. Quand vous parlez par exemple de disponibilité, il faut savoir qu'il y a des ruptures maintenant à travers le monde entier de certains produits. Simplement parce qu'il y a une ou deux unités de production dans le monde qui fabriquent ces produits. Et très souvent, ces sociétés priorisent les pays où ils vendent le plus cher, ou deuxièmement, où ils ont engagé leur responsabilité pharmaceutique, où ils peuvent être poursuivis si jamais ils ne répondent pas aux besoins, que ce soit en termes de qualité ou en termes de disponibilité. Ça, c'est important. Au-delà de ça, justement, à travers la disparition de ces bureaux de liaison et leur existence locale, il y aura des JV, des joint ventures qui se feront avec des partenaires locaux qui pourront aboutir à des investissements. C'est par ce type de mécanisme de politique volontariste qu'on a pu dans un premier temps imposer ou demander à de nombreuses multinationales d'investir dans notre pays et on a vu le résultat qui était intéressant. Donc autant continuer ce travail. Mais j'ajouterais, parce que nous aussi dans une émission économique, ce qui est important aussi, qu'il faut qu'on parlait de climat d'affaires, mais il faut aussi que tout cet investissement, c'est des milliards de dollars qui ont été investis à travers les devises fortes de l'Algérie aussi, de notre rente pétrolière, même si ce sont des investissements privés qui sont passés par des banques locales ou internationales, mais surtout locales. Il est important aussi qu'il y ait une cohérence économique.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, il y a des arbitrages qui se font en termes de financement de la sécurité sociale, en termes de dépenses, en termes de benchmark par rapport à d'autres pays. Il y a des arbitrages qui se font et quelquefois, ces arbitrages... des produits qui sont nécessaires, qui sont prioritaires, qui ont une... Non, mais même en termes de fixation de prix ou de remboursement. Et ces arbitrages et ces baisses de prix qui ont impacté à la fois les producteurs, les distributeurs et les officines fragilisent aussi, quelque part, ces efforts qui ont été mis en place. C'est-à-dire, effectivement, dans tous les systèmes de... Je finis, dans tous les systèmes de santé, et effectivement, les pouvoirs publics doivent faire un arbitrage qui est assez compliqué entre les dépenses qu'ils doivent faire pour prendre en charge les populations et à la fois préserver les investissements et le rôle des industriels et de l'ensemble de la chaîne du médicament qui sont à la fois créateurs d'emplois et de richesses au jour où justement, au moment où notre économie a besoin de diversification. Et de compter ses sous surtout. On parle de compter ses sous, mais aussi de diversification, de croissance. Autrement, à Abdelwahid Kerar, aujourd'hui, est-ce que l'investissement, est-ce que l'environnement de l'investissement est propice? Voilà, je pense que vous avez... Vous parlez de l'environnement économique. Oui, l'environnement de l'investissement. La réponse est non. Voilà. La réponse est non. Je suis assez direct pour ça. Parce que vous savez, un investisseur, si on prend un étranger, il veut faire un projet, il va choisir, il a une multitude de pays. Tous les clignotants sont ouverts dans les conditions de vie, dans les conditions d'installation. Aujourd'hui, ce qui ramène les investisseurs en Algérie, c'est le cadre réglementaire qu'a mis en place le ministère de la Santé pour dire vous voulez des parts de marché, il faut venir investir. Et c'est surtout un système de sécurité sociale attractif. C'est les deux choses qui ont fait qu'aujourd'hui, l'investissement est là. On parle d'investisseurs et tout ça, parlons des producteurs qui sont là aujourd'hui. Parlons des producteurs qui sont là pour optimiser leur ligne de production, pour préparer l'avenir. Mais l'environnement de l'investisseur aujourd'hui, je parlerai des terrains, je parlerai de tout l'environnement, douanier, bancaire, si vous voulez, du climat d'affaires, qui aujourd'hui est difficile. Le chef d'entreprise algérien aujourd'hui passe 70-80% de son temps à régler des problèmes, alors que le chef d'entreprise ailleurs passe 80% de son temps à préparer l'avenir. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont là et ceux qui sont de l'autre côté. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que... Même pour des entreprises qui sont rodées, qui fonctionnent, qui ont un marché. On parlait tout à l'heure d'un marché qui est, enfin dire qu'il est en main, mais effectivement qui est protégé, puisque l'État a mis en place des listes négatives. On parle aussi d'incitation à l'investissement aussi. Est-ce que cela n'a pas été suffisant, n'est pas actuellement suffisant pour la bonne santé des entreprises qui produisent des Nous médicaments? n'aimons pas à l'UNOP donner l'impression à vos téléspectateurs que nous sommes dans un système rentier. Il y a une liste de produits qui sont totalement interdits à l'importation qui existe depuis quelques années. Il y a une autre liste de produits qui est fabriquée en Algérie, qui n'est pas aujourd'hui interdite, pour des raisons où les autorités ne sont pas sûres que les producteurs puissent couvrir la totalité du marché. Donc ça, c'est un. Nous, si vous voulez, notre approche, c'est que on est sur un marché qui est protégé, comme les champions du libéralisme aujourd'hui le font dans leur pays. Aujourd'hui, les plus grands pays protègent leur marché. Donc un petit pays comme l'Algérie, dans tout ce giron, a le droit de protéger sur son marché, surtout qu'il a un système de sécurité sociale qui est généreux. Je reviendrai si j'ai le temps sur ça. L'essentiel, si vous voulez, c'est que cet investissement qui est là aujourd'hui ne soit pas perdu. Il y a énormément de choses à faire. Il y a un chef d'orchestre qui devrait être installé. Il faudrait avoir un comité interministériel avec des orientations précises et une politique précise. Quand on dit qu'on veut couvrir 70% des besoins par rapport à la situation actuelle, ça veut dire fabriquer encore 1 milliard de dollars. Quand je vois votre titre, quand vous dites fabriquer plus ou mieux, il faut toujours aller, mais il faut toujours aller vers le mieux. Mais aujourd'hui, nous fabriquons dans des conditions, parce que ça pourrait donner l'impression
que voilà, nous fabriquons dans des conditions de standards de qualité qui sont tout à fait acceptables. Et pourtant, l'environnement, vous le décrivez comme étant contraignant. Ben, j'ai eu aujourd'hui même, j'ai eu un producteur de Constantine qui m'a appelé parce qu'il est bloqué, il n'a pas d'alcool isopropylique. Nous-mêmes, nous avons aujourd'hui l'alcool qui est nécessaire et pour la production et pour l'HPLC, pour le contrôle, est géré par un office des alcools qui a le monopole pour le moment sur les alcools. Nous avons eu des retards de production de nouveaux produits qui économiseraient de l'argent à l'Algérie, à l'importation. Nous avons des retards de 6 mois. À quoi est dû justement ce retard? Il est dû à l'indisponibilité de l'alcool. Par exemple, isopropylique, éthylique, de l'alcool pour les contrôles, comme est dans l'HPLC. Ça, c'est un petit problème que vous pouvez avoir et qui peut être à l'origine de rupture, par exemple. Alors, une réponse par rapport à cet environnement jugé contraignant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour faciliter la tâche et notamment aussi pour... enfin, on reviendra aussi sur la question des tensions sur le médicament. Bien, écoutez, M. Kérard parle d'un problème particulier qui est géré par un office qui dépend d'un département ministériel autre que le ministère de la Santé. Il est clair. On ne parle pas seulement uniquement du ministère de la Santé, évidemment. Non, c'est transversal et ça touche plusieurs secteurs. Je précise. Quand on parle d'environnement. Je précise. Il est clair que lorsque on parle du développement de l'industrie, bien entendu, c'est le développement de l'industrie à travers une intersectorialité. Beaucoup de choses sont faites aujourd'hui, à travers un certain nombre d'éléments liés au fisc, aux douanes, etc. Mais il est clair qu'avec l'évolution de l'industrie, il peut ne pas apparaître effectivement suffisant. Il est clair que partant de là, il faut aller le développer dans ce que parlait M. Kérard, à travers l'intersectorialité, pour faire mieux, mais surtout pour répondre à des insuffisances, ou en tous les cas à des demandes ou à des contraintes qui feraient de telle sorte que ça puisse aller. Le ministère de la Santé, comme régulateur, puisque fonctionnellement, nous travaillons avec, justement, c'est nous qui nous occupons de ces aspects, mais nous partageons toujours ces contraintes-là avec les secteurs concernés qui répondent, ou parfois qui demandent un peu plus de rapprochement pour faire de telle sorte qu'on puisse se faire entendre sur ces contraintes-là. Mais c'est un travail continu qui est fait au niveau du ministère de la Santé à travers toute cette intersectorialité qui fait qu'effectivement, lorsque, si vous voulez, cette relation interdépartementale marche comme il se doit, elle ferait de répondre justement à des contraintes en temps opportun, etc. Ça, c'est, si vous voulez, ce sont ces choses et peut-être d'autres choses qui vont apparaître demain. C'est ça la problématique. C'est-à-dire aujourd'hui, ça peut être une contrainte due à je crois savoir pour cet aspect d'alcool, c'est une disposition, si vous voulez, momentanée par rapport à une organisation de cet office, etc. Mais demain, il faudrait qu'il y ait un chaînon qui permettrait, si vous voulez, de fluidifier à terme. Et puis surtout, on parle de problèmes, j'imagine, qui sont récurrents, mais surtout qui concernent des domaines stratégiques. On parle d'un secteur d'activité qui n'est pas comme les autres, dont dépendent des vies. Donc on est sur une espèce de système de flux tendu. Ce ne sont pas des véhicules, ce sont des médicaments. Alors justement, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question de savoir comment se fait-il que l'on se targue de dire que nous avons un tissu d'entreprise qui compte plus de 80 laboratoires pharmaceutiques, une production qui est couverte à peu près 50%, et on se retrouve encore avec des situations de pénurie. Alors, c'est un problème qui est peut-être pas inhérent uniquement au ministère de la Santé, pas uniquement au niveau des producteurs, mais finalement, comment peut-on aujourd'hui résumer et expliquer ces pénuries qui reviennent et qui sont cycliques? Allez-y. Si vous permettez. Si vous pouvez expliquer rapidement. Je vais vous donner l'avis du ministère de la Santé. Après, il y a des collègues qui pourront parler. Lorsque vous parlez de pénurie, il faut parler de pénurie, de tension, etc. M. Ben Ahmed parlait tout à l'heure de l'aspect lié à des tensions qui pourraient survenir à l'international, qui sont impactées lorsqu'il s'agit de produits qui sont importés par notre pays, donc dans les mêmes conditions, etc. Si on devait juste parler sereinement de cet aspect-là, vous savez, dans toute politique pharmaceutique, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'objectif de santé publique, à travers la qualité, la sécurité, l'usage rationnel, etc.
Le deuxième, c'est la promotion, c'est un objectif économique. Bien entendu, dans l'objectif économique, la place de la production locale prend une place. La place, elle est extrêmement importante. Donc, de la source, justement, de l'approvisionnement du marché national. La source, c'est de l'importation, et la source de l'approvisionnement. Aujourd'hui, quand je dis 60% de la nomenclature est composée de médicaments qui sont fabriqués localement, la première des responsabilités pharmaceutiques, un aspect lié à la sécurité justement du marché, c'est la production locale. Donc lorsqu'on a toute cette panoplie de médicaments à travers justement leur fonctionnement, donc leur production, sécurise à ce moment-là. Mais si on devait juste parler quand on parle du terme pénurie, il faut définir ce que c'est que la pénurie. Est-ce que c'est une tension, c'est une tension momentanée? Est-ce qu'on parle de marque, on parle de DCI, etc. Bien sûr qu'au ministère de la Santé, à travers justement du secteur en lien avec les opérateurs, on parle de tension. Lorsqu'on parle de médicaments disponibles, pas disponibles, mondiaux ou pas, on parle de dénomination commune internationale. Sur cet aspect-là, nous ne pensons pas, honnêtement, qu'il y ait ce terme de pénurie. Il peut y avoir, lorsqu'il s'agit, la première des sécurités. De produits dans certaines régions, on va dire, de pharmacie. La première sécurité, lorsque c'est un produit justement, la sécurité, lorsque un produit est fabriqué localement, c'est la première sécurité sur la disponibilité. C'est-à-dire que le producteur, il est là, soit il va produire, ou il est en mesure de produire davantage lorsque le besoin se fait sentir. Ça, de cet aspect-là, il y a un lien. Il y a un lien permanent avec les opérateurs pour justement gérer. C'est un produit qui n'est pas comme les autres et c'est un produit qui est périssable, il ne faut pas oublier. Donc il y a un calcul sur la disponibilité, etc. Mais si on revient sur... Vous ne donnez pas de précision, j'aurais souhaité que vous donniez un peu plus de précision. On parle d'Aventoline, par exemple. L'Aventoline et les médicaments, actuellement, il y a une grosse tension et c'est quelque chose qui revient, notamment sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on a annoncé le thème de cette émission, beaucoup de gens parlent de l'absence de Ventoline, enfin, en tout cas, un certain nombre de médicaments pour le traitement de l'asthme. Lotfi Belbahmed. Si vous permettez juste, vous donnez la Ventoline, vous donnez la précision, je reviens sur la précision. Salbutamol. Le salbutamol. La Ventoline, c'est le nom de marque. Le salbutamol... Et je m'adresse au commun des mortels. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Le salbutamol, les besoins sont de 3 800 000 unités, des besoins dans l'année. Les programmes, c'est un produit qui est importé. Alors, il faut rappeler que c'est un produit qui n'est pas produit en Algérie. Bien sûr. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas produit en Algérie. Je vais vous dire. C'est un produit qui est importé. Le programme prévisionnel d'importation a été délivré par le ministère de la Santé à N-1, c'est-à-dire bien avant le janvier. Lorsque nous avons appris, comme tout le monde, les tensions, parce qu'il faut que vous sachiez que nous suivons, nous sommes alertes sur toute information liée justement à la disponibilité. Oui. L'opérateur importateur, c'est un producteur local, c'est une firme internationale installée en Algérie. Et là, nous avons, au niveau du ministère de la Santé, toutes les commandes qui ont été importées depuis décembre et qui sont à plus du tiers déjà au premier trimestre des besoins au niveau national. Les besoins, vous comprenez, les besoins au niveau national, les besoins, c'est-à-dire les quantités en termes de programme prévisionnel d'importation ont été libérés en temps opportun. Il arrive, nous sommes en lien avec justement les opérateurs et les représentants. Plus de demandes. Il peut arriver, non du tout, du tout, madame. Il peut arriver qu'il y ait des tensions sur le marché que nous n'expliquons pas du fait que nous avons les états de stock de ces opérateurs et notamment du flux de distribution à travers les distributeurs pour les officines, etc. Et c'est raison pour laquelle, pour ce produit, je dis et je le confirme, il ne fait l'objet d'aucune tension, il n'est pas en rupture, il ne sera pas en rupture. C'est ce qui m'amène à dire justement pour régler ce problème de distribution, de disponibilité, feedback, etc. Il y a une cellule de veille qui a été installée avec l'ensemble des représentants de la filière pour justement répondre lorsqu'il y a une contrainte ou une tension quelque part au niveau, que ce soit au niveau de l'opérateur, de la distribution ou au ministère de la Santé lorsqu'il doit intervenir et du dispensateur pour répondre. Donc je dis ici, puisque vous donnez cet exemple, le produit n'est pas en rupture. Je pense qu'on a compris. Ne sera pas en rupture. C'est très important. Oui, comme vous disiez, derrière le médicament, c'est pas un monoproduit, c'est des dizaines de milliers de références. Et nos téléspectateurs, enfin nos concitoyens savent très bien que lorsqu'ils ne se trouvent pas un médicament, ils sont en situation de détresse. Oui. L'enquête qui a été faite par IMAR avec l'UNOP montre que certains malades faisaient plusieurs pharmacies pour trouver
leurs produits pharmaceutiques. Et effectivement, une cellule de veille a été mise en place par le ministère de la Santé. Et nous espérons que les propositions qui ont été faites à cette cellule de veille soient mises en place le plus tôt possible. Oui. Dans beaucoup de pays, une réglementation a été mise en place pour lutter contre les ruptures, même dans les pays développés. En France, par exemple, près de 572 produits étaient en rupture l'année passée. Mais depuis 2016-2017, justement, comme avec ce développement du générique, la multiplicité des acteurs, la multiplicité les profils épidémiologiques de chaque pays, ça a obligé les autorités à mettre en place des mécanismes pour lutter contre ces ruptures. Et ça passe par, justement, la constitution de stock de sécurité, 90 jours, qui sont obligatoires dans notre réglementation, et qui, souvent, ne sont pas respectés. Par un tableau de bord où, réellement, les autorités peuvent savoir ce qui existe au niveau des distributeurs, au niveau des importateurs et au niveau des producteurs. Il nous arrive que certains produits fabriqués localement aussi soient en rupture. Donc, et nos confrères pharmaciens d'officine, et à travers eux, les malades, souffrent parfois de ces dysfonctionnements. Cette cellule de veille que nous saluons et sur laquelle nous sommes en train de travailler de manière ardente, nous avons fait un certain nombre de propositions. Que les 90 jours de stock de sécurité qui existent dans notre réglementation soient reconstitués au niveau des producteurs et des importateurs. Dans le cas de la ventoline, à un moment donné, on est arrivé à stock zéro. En arrivant à stock zéro, même lorsqu'ils ont ramené un trimestre, ça n'a pas suffi. Ben non, pourquoi? Parce qu'après, vous savez, il y a la panique qui se met en place. Oui. Les distributeurs achètent beaucoup, les pharmaciens d'officine achètent beaucoup. Et les prescripteurs se mettent à prescrire le double ou le triple même de ce les malades. Le malade qui a besoin d'une pompe par mois va en cacher 5 ou 6 chez lui. C'est comme l'essence, vous savez, quand il n'y en a pas, il y a une rumeur de pénurie. Tout le monde va faire la queue dans les pompes à essence, et la pénurie, même si elle ne devait pas exister, elle existera. Donc, pour pallier à ces problématiques-là, il faut mettre en place ces mécanismes. C'est-à-dire lister ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, voire justement obliger tous les opérateurs de signaler, comme ça se fait à travers le monde, dès qu'ils sont 90 jours moins 1, ils sont obligés, sous peine aussi de sanctions. Parce que leur responsabilité, elle est entièrement, engagée. Et c'est très important dans... À Abdelhad Kahar, il n'y a pas que la ventoline, sont signalés également des produits, des produits pharmaceutiques, des médicaments qui sont produits en Algérie, qui se retrouvent être, on va pas dire rupture, puisque le mot irrite tout le monde, on va dire indisponible dans beaucoup de pharmacies. Comment expliquer cela? Vous savez, c'est pas irrité ou ne pas irrité. On a des téléspectateurs qui probablement eux-mêmes, certains nous écoutent, ont subi ces ruptures. Si vous voulez, la première chose, il faut reconnaître qu'il y a effectivement certaines ruptures, que beaucoup de pays, même développés, les ont. Aujourd'hui, il faut identifier les causes et aller les traiter. Les ruptures peuvent provenir essentiellement, disons, de 2 volets. Le premier volet, c'est les produits importés. Il y a rupture des produits importés, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de responsabilité pharmaceutique. C'est pour ça que l'UNOP, très tôt, avait engagé des discussions avec les autorités sanitaires pour asseoir, avec bien sûr le CNOP, pour asseoir si vous avez un produit étranger, un laboratoire étranger qui a 5 relais commerciaux en Algérie, à qui va prendre en charge la responsabilité pharmaceutique? Personne ne connaît le stock de son concurrent. Et effectivement, vous pouvez trouver des ruptures comme vous pouvez aboutir à des surstocks. Le deuxième, effectivement, des produits fabriqués localement, et je le dis d'une manière très détachée, peuvent tomber en rupture pour tous les aléas du climat algérien et de l'environnement algérien. Les mesures de précaution que l'UNOP a demandées aux autorités sanitaires, et nous attendons toujours les réponses, les décisions des autorités sanitaires, c'est les conditions dans lesquelles un produit doit être interdit à l'importation quand il est fabriqué. Nous pensons à l'UNOP qu'on a 2 objectifs. Le premier, c'est d'encourager, de protéger la production locale, c'est une bonne chose. Mais le deuxième, c'est de rassurer le patient et d'assurer la disponibilité. Nous pensons que dans l'ordre des choses, il faut qu'il y ait au moins 3 fabricants
qui peuvent couvrir en quantité suffisante le marché pour pouvoir le fermer totalement. Vous voulez dire qu'actuellement, il y a des DCI qui sont interdites à l'importation, qui ne sont pas suffisamment produites en Algérie? Qui ne sont pas interdites sur la liste des produits interdits à l'importation, mais qui sont, il n'y a pas 3 fabricants et les produits ne sont pas autorisés à l'importation. Ils ne sont pas autorisés à l'importation. Nous souhaitons que des mesures de précaution soient prises, parce qu'il ne faut pas aller vers le tout protection. Il faut que la santé des citoyens et ce souci, l'anxiété que procure la rupture doit être levée par des mesures de précaution qui ne vont pas, si vous voulez, avoir un impact néfaste sur le producteur, mais qui vont soulager et le patient et encourager le producteur. Il nous reste encore 2 minutes, mais on est d'accord pour dire que si un produit est interdit à l'importation, il est nécessairement et obligatoirement, l'État a certainement vérifié qu'il est capable d'être produit en quantité suffisante. C'est bien le cas. C'est ce que. Vous parlez de la liste, il y a 2 choses. Il y a la liste des produits interdits à l'importation, qui ne pose pas de problème. Aujourd'hui, on est en train de parler de produits qui ne sont pas sur la liste officielle, mais que le ministère de la Santé, à juste titre, encore une fois, souhaite réguler. Nous disons qu'il faut mettre en place des procédures claires, transparentes, clairement affichées, et qui sécurisent le patient et qui encouragent en même temps le producteur. Écoutez, justement, c'est dans ce cadre que le ministère de la Santé est en train de répondre par rapport... Il faut juste savoir que le ministère de la Santé étudie et régule un produit qui est fabriqué localement à la demande de l'opérateur, qui lui sollicite l'autorité pour que son produit soit protégé, etc. La deuxième, bien entendu, c'est l'étude de ses capacités pour pouvoir couvrir les besoins du marché, à travers ses engagements et à travers une inspection sur les lieux par les experts, etc. Après, bien entendu, le mieux, c'est que ce produit, on est plus à l'aise lorsqu'il est produit par 2 ou 3 producteurs. Mais après, il faut regarder aussi les quantités. Parfois, on peut tomber sur des quantités niches que peut-être 1 ou 2 pourraient prendre en charge. Mais en tous les cas, le dossier, il est en marche et le dossier est en cours d'étude pour cette régulation par rapport à ces produits qui sont à la fois demandés à la protection par les opérateurs et qui sont déjà sur le marché. Donc nous sommes en train de... Les aléas de l'environnement, si je peux terminer, vous savez, il n'y a pas d'équipementier en Algérie. On a eu une panne machine dans notre entreprise la semaine passée. Il a fallu 1 semaine pour ramener une pièce. Entre-temps, la comprimeuse était arrêtée. Vous pouvez fabriquer, pour les spectateurs, il faut qu'ils sachent, vous pouvez fabriquer un lot de produits, le retirer du marché 6 mois plus tard parce que vous avez des problèmes de stabilité. Vous pouvez être en panne d'un réactif qui est périmé et que vous ne pouvez pas utiliser. Je pourrais vous citer 10 000 exemples qui peuvent être des aléas, notamment à cause de l'environnement qui entoure le producteur, qui font qu'un produit peut tomber en rupture. C'est pour ça que des mesures de précaution sont extrêmement importantes pour sécuriser les patients. Merci Abdelwahed Karar. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir été parmi nous. Nous arrivons au terme de cette émission et je vous rappelle que cette émission portait sur le secteur de l'industrie pharmaceutique. Nous avions avec nous Abdelwahed Karar, président de l'UNOP, Lotfi Ben Bahmed, navré de ne pas pouvoir vous donner le mot de fin car on va nous enlever l'antenne. Je rappelle que vous êtes le président. Je voulais dire que la responsabilité pharmaceutique était le plus important, que ce soit pour l'industrie et l'importation, que la nouvelle loi sanitaire, même l'officine, s'est consacrée cette responsabilité pharmaceutique. Nous attendons beaucoup de la voie réglementaire. Nous avons évité l'écueil des chaînes de pharmacie. Je salue la mobilisation et la sagesse des députés d'être revenus sur ces dispositions qui mettaient en place les chaînes de pharmacie. Et aujourd'hui, nous attendons beaucoup de la voie réglementaire que nous mettrons en place pour prendre en charge l'ensemble de ces problématiques. Merci Lotfi Ben Bahmed et merci à vous Hamou Hafod, directeur de la pharmacie et des équipements de santé. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur la page officielle de Canal Algérie et sur la page Facebook La Semaine Éco. Très bonne soirée à tous, on se retrouve jeudi prochain.